C'est une intervention qui a surtout rapport à la genèse du projet, au croquis, enfin ce que j'ai appelé croquis, qu'il soit fait à la main, qu'il soit fait informatique, qu'il soit des photos. C'est un ensemble de choses qui font que la démarche commence, la genèse du projet prend forme. Et je me suis rappelé que quand je suis arrivé à l'école de Versailles, je ne savais absolument pas ce qu'était un paysagiste. J'avais même aucune idée du monde du paysage. Et j'étais vraiment arrivé là par hasard, vraiment par le plus grand des hasards. Parce que mon professeur de physiologie végétale, et oui, professeur de physiologie végétale, m'avait dit que j'allais m'ennuyer à mourir dans ce domaine et qu'il fallait que je fasse autre chose. Je pars dans quelque chose de plus artistique, entre guillemets, et qui peut-être allait chercher aussi très loin la physiologie végétale. Et me voilà arrivé à Versailles. Et à Versailles, je me suis ennuyé à mourir la première année. Donc aussi, ça peut rassurer certains étudiants qu'on peut s'ennuyer à Versailles et puis finalement arriver à quelque chose. Et bizarrement, un jour, j'ai rencontré Michel Corajou. C'est pas très banal. C'est assez banal de dire ça. Le lapsus est intéressant. C'est entre banal et pas banal. J'ai rencontré Michel Corajou. Et je me suis dit qu'il fallait rester dans cette école, mais je ne comprenais toujours rien au paysage. Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, l'histoire du paysage, enfin mon histoire du paysage avait commencé bien avant cette rencontre, qu'en fait ça a juste été un déclencheur ou un accoucheur, ou je ne sais pas quel mot employer, et que finalement mon histoire avait commencé très très loin. Et c'est un peu ce parcours que je voudrais vous raconter, et comment petit à petit il s'est construit, c'est ce que j'ai appelé construction progressive d'une écriture. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la notion d'écriture, c'est-à-dire essayer d'avoir une écriture propre, une écriture personnelle, qui vient de multiples influences, de multiples choses, de beaucoup de maladresse aussi, de beaucoup d'erreurs, de beaucoup d'essais. Et justement, c'est ça qui fait la particularité, je pense, de ce métier. C'est qu'on a énormément de liberté, donc énormément de choses à dire de manière très très différente. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pratiquement le message numéro un que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est cette notion d'écriture et de particularité, de se faire confiance aussi. Donc avec ce croquis, on est tout de suite dans l'ambiance que je voulais montrer aujourd'hui, un croquis relativement abstrait. Et tout de suite, 4 lieux importants qui ont marqué l'histoire, le parcours, qui sont notés de manière abstraite aussi, c'est-à-dire les coordonnées GPS. Donc il y a première coordonnée, c'est Grenoble, deuxième coordonnée, c'est New York, troisième coordonnée, c'est Versailles, et quatrième coordonnée, Saint-Pétersbourg. Donc la première influence majeure et notoire, c'est Grenoble. Grenoble, c'est la ville où je suis né. Et pendant toute la période où j'ai habité Grenoble, je ne me suis jamais posé la question du paysage, je ne me suis jamais posé la question de là où j'habitais, de comment je pouvais comprendre cette ville, c'était absolument naturel. Et justement, avec ce flashback, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'aliments qui venaient comme ça ponctuer tout le parcours qui se retrouvait jusqu'à aujourd'hui dans mon travail. Donc Grenoble, c'est énormément de choses fédératrices. Grenoble, c'est une ville plate, 214 mètres de hauteur, et alors qu'elle est entourée de montagnes à 3000 mètres. Enfin, ça va entre 1500 et 3000 mètres. Donc tout de suite, on a ce rapport d'échelle très, très bizarre, très étonnant, et on est plaqué, contrairement à d'autres villes comme Turin, on est vraiment plaqué contre la montagne, il y a une espèce d'effet claustrophobe, très intéressant, que beaucoup de gens n'aiment pas, beaucoup de gens ne supportent pas d'habiter Grenoble quand ils sont pas nés, parce que justement, il y a ce côté étouffant, le côté cuvette. Et d'autre part, il y a toutes ces lignes d'horizon qui viennent s'égrener un horizon complètement tordu, ce n'est pas un horizon linéaire. Il y a aussi une architecture extraordinaire. Il y a un moment de Grenoble très particulier dans les années 60, qui a été aussi amplifié par les Jeux Olympiques. C'est tout un patrimoine d'architecture contemporaine, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui a été un peu renié par les nouveaux élus grenoblois et qui est extraordinaire. Il y a deux éléments, un qui est plus tardif et un qui est beaucoup plus ancien, qui sont à peu près le grand écart. C'est la tour Perret que vous voyez à gauche. Et une des 3 tours que vous voyez ici, qui est aussi un élément qui vient émerger dans Grenoble, qui est une espèce de recherche d'équilibre ou de déséquilibre entre la montagne, une espèce de recherche de la verticale, qui m'a toujours étonné. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose de très, très porteur et qui m'a tout de suite fasciné. Et Grenoble, c'est aussi la lumière. C'est quelque chose de très particulier.
et qui est dans ce panel de couleurs de ciel, extrêmement changeant et souvent très très contrasté. Donc la notion de contraste a toujours été aussi quelque chose de très important et qui est venu comme ça progressivement, qui a infusé dans ma tête. Donc Grenoble, vraiment, c'est cet horizon, cette multiplicité de plans qui sont aussi comme ça infusés progressivement. Et autre chose, c'est l'époque, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, de la physiologie végétale, mais aussi de la chimie, de la biochimie. Et toutes ces équations au tableau, je me suis aperçu qu'elles ne m'intéressaient pas au sens propre du terme, mais que c'était comme une poésie écrite au tableau, justement ces formules mathématiques, ces équations, étaient presque du dessin, presque du croquis, me racontaient autre chose. C'était déjà un peu la porte ouverte à un autre monde, et ça m'est toujours resté. Aujourd'hui encore, je pense à ces équations et à ce temps passé pendant des heures en amphi à regarder l'enseignant écrire ces équations auxquelles la plupart du temps je ne comprenais strictement rien. Deuxième moment, deuxième influence, c'est toujours dans un ordre très chronologique, c'est New York. J'ai écrit ça justement pour essayer d'imprégner à la fois la manière d'écrire New York, de décrire New York, et les photos de New York. Donc c'est vraiment, ça va entre les choses les plus basiques comme la skyline, la découpe des immeubles dans le ciel, et c'est aussi quelque chose de très particulier, c'est la lumière et aussi, comme à Grenoble, la lumière et les avions. Et c'est presque un lapsus d'iPhone, de correcteur, et les avions au bras des nuages, je voulais écrire les avions au-delà des nuages, et c'est devenu au bras des nuages, et j'ai trouvé que c'était une très belle métaphore aussi du paysage, c'est-à-dire les avions au bras des nuages, parce que quand on va à New York, on est surpris justement par ce mélange entre le bruit des avions, le sillage des avions qui perce les nuages. Et c'est aussi évidemment quelque chose de beaucoup plus connu, c'est Central Park. Mais quand on le regarde d'une autre manière, c'est aussi est-ce que c'est Central Park qui cadre la ville ou la ville qui cadre Central Park. Et là aussi, on voit que les choses s'éclatent très rapidement. Ensuite, autre chose très, très proche de Grenoble, c'est les courants d'air. Donc là aussi, la notion du vent, la notion du climat, la notion de la sensualité qu'on a quand on est dans une ville, certes très géométrique, très minérale, c'est cette notion de courant d'air qui vient vous happer, vous refroidir, vous réchauffer, et quelque chose de très important. Donc ça, c'est la première image que j'ai eue, mon premier séjour à New York, il y a assez longtemps. Le World Trade Center existait encore, et c'est vu depuis le 110e étage. La photo est très passée, mais j'aime encore beaucoup cette photo qui montre justement la multiplicité et ses émergences, comme à Grenoble justement, et le lien Grenoble-New York me paraît extrêmement évident. Autre élément, c'est toujours entre des images extrêmement banales, l'Empire State Building, les gratte-ciel, les pointes. Et ce que j'ai trouvé dans cette image beaucoup moins banale, c'est la manière dont le ciel venait dessiner une ligne quasi droite. Et c'est ça qui m'a aussi complètement transporté, c'est ce rapport toujours entre quelque chose de très géométrique et quelque chose de beaucoup plus, c'est assez compliqué à expliquer, de beaucoup plus contrasté, c'est-à-dire c'est entre la verticale et l'horizontale, et on voit déjà que la géométrie arrive dans la réflexion. Autre chose, c'est la particularité aussi des perspectives. Donc on retrouve aussi des éléments de paysage aussi très, très importants qui sont la perspective. Et on voit d'un côté deux photos de New York et à gauche une photo de Grenoble avec la perspective sur la montagne. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on voit vraiment comment, avec un premier plan, un arrière-plan, comment ça change et comment il y a des similitudes de ville en ville. Ensuite, c'est une expérience aussi que j'ai trouvée particulièrement incroyable, c'est le blackout à New York. C'est-à-dire d'un seul coup, plus de lumière, plus d'électricité, plus rien. Et comme c'est une ville qui ne marche qu'à l'électricité, une espèce de sentiment très bizarre où le temps s'arrête et tout le monde est finalement très convivial. Les gens se parlent alors qu'ils se parlent généralement beaucoup moins dans les rues.
Tout le monde est à la fois inquiet, à la fois finalement se dit il y a quelque chose de bizarre qui se passe, c'est un moment à part, c'est un moment où on va pouvoir se rencontrer, c'est un moment où on va pouvoir faire autre chose, s'arrêter de travailler. Et ce moment de blackout où on voit justement que les silhouettes se découper sur le ciel m'a fait penser à un film qui est pour moi mythique, c'est West Side Story. Et le générique de West Side Story me paraît aussi quelque chose d'extrêmement mythique, qui n'a pas pris une ride pour moi aujourd'hui et que tout le monde devrait regarder. C'est la manière dont le réalisateur a découpé New York, comment New York apparaît progressivement. Donc c'est l'image en rouge. Et on voit justement qu'il y a toute cette décomposition. Donc il a fait du paysage, du graphisme, sans vraiment parler comme un paysagiste. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé vraiment frappant. Autre chose, c'est toute une série de photos sur les trottoirs à New York, où on voit justement toutes ces traces, entre le graffiti, l'empreinte, quelque chose qui est incrusté, l'incrustation dans le sol. Et là aussi, c'est à la fois de la géométrie, c'est à la fois de la sensualité. J'aime bien cette espèce de grand écart entre sensualité et géométrie. Ensuite, on arrive à Versailles, toujours dans un ordre très chronologique. Et la première image de Versailles, c'est cette perspective. Donc on se retrouve dans les perspectives sur l'arrière, finalement le fond à l'ouest de Versailles, dans la perspective du Grand Canal. Et ces allées de peupliers, enfin ces alignements de peupliers m'ont toujours intrigué. Et un des enseignants de Versailles à ce moment-là, c'était Jacques Coulon, m'avait dit que ces peupliers étaient très vulgaires. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire des peupliers vulgaires? Et finalement, il m'a intrigué. Et cette notion de la vulgarité dans le paysage est restée aussi un peu comme un boomerang. Puis est-ce que c'est parce qu'ils sont complètement hors de la composition, ou est-ce que c'est une espèce de verrue sur une composition, ou est-ce que finalement ils sont trop dans la composition? Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que veut dire la vulgarité de ces peupliers, mais ça m'a inspiré ce premier croquis. Donc on voit comment j'ai essayé de transcrire ce rythme, qui reprend aussi le rythme qu'on peut trouver à New York, le rythme qu'on peut trouver à Grenoble. Ensuite, l'autre aspect de Versailles, photo d'époque, c'est le Grand Trianon. Là aussi, on retrouve la géométrie, la verticalité, le rythme et la série, comment les choses se répètent, comment les choses sont différentes tout en se répétant. Toujours l'expérience versaillaise, c'est ce qui m'a le plus frappé dans les traversées de Versailles pour aller à l'école, c'était la succession de buis, par exemple, d'Art-aux-Pierres avec ces séries. Toujours la même chose, répétée 1000 fois, mais chaque fois différente. Et autre élément qui m'a extrêmement touché, frappé, c'est les statues dans leurs masques d'hiver, donc ces masques verts avec le petit chapeau blanc ou gris par-dessus, qui sont comme des fantômes. Donc il y a toujours la notion du fantôme, de quelque chose qui apparaît, qui est incrusté, qui ne se révèle qu'à un certain moment. Donc c'est aussi la notion de potentiel, comment on peut faire vibrer quelque chose qui préexiste, et comment la temporalité est aussi un élément très important. Et finalement, dans Versailles, ce que je préférais à ce moment-là, c'était l'hiver, pour voir finalement ces ombres et ces statues complètement endormies. Donc là aussi, autre manière de photographier Versailles, c'est-à-dire des choses bizarroïdes, c'est-à-dire la statue avec l'échafaudage, et je trouvais que justement la statue sans l'échafaudage était moins intéressante. Et après, j'ai retrouvé justement pour cette intervention de ce matin, le premier travail que j'avais fait à l'école, et c'était le premier projet fait avec Michel Courajou. Donc là aussi, que ce soit Michel Courajou ou un autre, finalement ça a peu d'importance, mais c'était comment j'avais concrétisé en ne sachant rien, en ne connaissant rien, un projet avec de la topographie, des armes, de manière extrêmement maladroite. Et finalement, avec le recul, je me dis qu'il y avait quand même des choses qui venaient de ces expériences finalement d'apprentis sorciers, d'avoir circulé dans le paysage de Grenoble, d'avoir circulé dans le paysage de New York, d'avoir circulé dans le paysage de Versailles.
Donc là aussi, par rapport à Versailles, j'aurais pu mettre tout le parc, mais ce plan du Trianon me paraît un des plus beaux, justement parce qu'il a cette grande diagonale qui vient perturber l'ensemble. Et Grenoble, c'est aussi un dessin d'ingénieur, un dessin de militaire qui est extrêmement riche, et là aussi qui est complètement nié par les élus actuels depuis à peu près 20 ans, alors que c'est une composition remarquable. Il y a un axe qui fait 8 km de long, et là dans les proportions, c'est à peu près en raccourci, ça parle de la même chose qu'à Grenoble, c'est-à-dire comment un axe traverse un fond de vallée pour Grenoble ou un élément comme le Trianon, et vient petit à petit créer des ramifications. Et là, je me suis interrogé comment je pouvais réexploiter justement ce travail sur la géométrie. Donc là, ce sont les années versaillaises où toujours je ne comprenais rien à ce qu'on attendait de moi, à ce que je fallait faire. Et il y avait toujours ces sursauts de croquis. Donc le premier, c'était comprendre la géométrie de la ville. Et la seule manière que j'avais de comprendre la géométrie de la ville, c'était de dessiner des carrés, des rectangles, des lignes droites, de mettre des chiffres, de mesurer 600, 500 d'un côté, et de mélanger à la fois des choses très rigides et des choses beaucoup plus organiques, donc les courbes et les droites. Après, autre manière de transformer la forêt, la frange, la lisière, la frontière, c'était à la fois toujours par des formes très droites et aussi par des formes beaucoup plus organiques aussi. Donc c'est comment la ligne vient rencontrer la courbe se transforme en droite, avec des dessins extrêmement petits comme ça. Là, c'est la version beaucoup plus géométrique de l'affaire, ou décomposition aussi d'une ville en utilisant la géométrie qui est un repère, qui est une manière de fixer les choses sur le dessin et par le dessin. Là, on passe à une échelle beaucoup plus grande. Donc, c'est traverser la ville par le quartier. Donc, comment on retrouve aussi la diagonale, comment on retrouve la diagonale qui vient inciser une courbe, et comment après tout un système d'écho par les courbes et les cercles concentriques viennent finalement résonner les uns avec les autres. Là, ce sont un ensemble de croquis, toujours issus d'un atelier à l'école, sur la forêt à Marne-la-Vallée. Un autre croquis sur la mer, le port, toujours la topographie, c'est d'exploiter, de transformer la topographie et d'utiliser la topographie comme élément qui vient se transformer la topographie, transformer la courbe, et imaginer que les choses se dilatent, se répandent progressivement. Ensuite, autre manière d'utiliser la géométrie, c'est par rapport au bâtiment, au construit, comment le bâtiment se pénètre le paysage et comment le paysage rentre dans le bâtiment. Donc cette espèce d'élément qui vient, on ne sait plus qui est à l'origine de l'autre. C'est l'objectif de ces dessins, c'est comment le bâtiment se dissout dans le paysage. Ensuite, un autre élément très important, c'est que j'ai appelé les résonances. J'aurais pu appeler ça les références, mais les résonances me paraissaient plus justes. Juste après l'école de Versailles, après mon diplôme, j'ai travaillé au théâtre de Chaillot. Donc c'était là aussi un grand écart, mais pas un aussi grand écart que ça. Donc là, j'étais carrément à l'opposé, c'est-à-dire j'étais pas à l'extérieur, j'étais à l'intérieur, au sous-sol, à -3. Et je voyais le jour une fois arrivé midi, et le soir en sortant. Ça, c'est toute une appréhension de l'espace, de la mise en scène, la mise en scène au sens propre du terme, c'est-à-dire au théâtre, avec l'importance du décor, l'importance de la perspective au décor, tout ça dans un espace très réduit, très clos, avec un code extrêmement important, comment le code ne nuit pas à la création, comment le code ne nuit pas au déplacement de l'acteur, au déplacement des vues aussi, et par rapport aux vues des spectateurs, c'est-à-dire sachant qu'un spectateur ne voit qu'une chose unique, c'est-à-dire que le spectateur d'à côté verra quelque chose de différent. Et c'est un élément très fort pour la composition aussi de la mise en scène, de la composition des décors. Et là, j'ai appris énormément de choses dans un espace très réduit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez méfiant sur le mot mise en scène,
quand on parle de mise en scène de paysage. Pour moi, la mise en scène, c'est uniquement au théâtre, dans un espace clos, et même la mise en scène au cinéma me paraît quelque chose d'un autre ordre. Donc après cette expérience au théâtre de Chaillot, le théâtre a toujours été une source d'inspiration, justement par la sensualité. Comment, dans un cadre très rigide, très fermé, avec beaucoup de codes, on retrouve une sensualité par les déplacements de l'acteur, par le mouvement des corps. Et là, ce sont des images à la fois de danse, c'est l'image avec les chaises, Sainte Teresa de Kersmacher, et les trois autres images sont des extraits de spectacles de Joël Pomera, où il y a justement un code extrêmement rigide, extrêmement clair, entre le noir et la scène, avec beaucoup de séquences saccadées, comme ça, où il y a le noir complet, et où on se demande comment le décor a changé en quelques secondes, en quelques instants. Et c'est toute la sensualité aussi, l'aspect très charnel des comédiens qui vient transformer ce cadre rigide. Donc là aussi, il y a eu cette réflexion entre rigidité, géométrie, sensualité, comment tout ça pouvait fonctionner ensemble et comment c'était des choses qui résonnaient dans le paysage, dans la pratique du paysage par la suite. Autre chose, c'est une artiste qui s'appelle Michal Rovner, qui fait des choses bien, des choses moins bien, mais ce qui me plaît dans ces images-là, c'est toujours la manière dont les personnages se dissouent dans le paysage, se dissouent dans le gris, dans le blanc, ils font des ombres. Et comment, à partir d'un point, on a plein de points progressivement qui viennent se répandre. Et j'ai trouvé que c'était un rapport très, très important avec l'extérieur, avec le paysage, et comment je pouvais aussi utiliser ça par la suite, évidemment de manière assez détournée. Autre résonance, trois images qui sont peut-être distinctes, mais qui ont le même fil conducteur. La première avec les ampoules, c'est Félix González Torres, qui avec très peu de choses crée de la spatialité, crée une émotion extrêmement forte. Deuxième image, c'est un art qui s'appelle Daniel Turner, juste en répandant une tracée de poudre orange dans une galerie blanche, crée aussi quelque chose de très, très étonnant, très proche de l'émotion alors que c'est finalement très abstrait. Et la troisième image, c'est une partition de Ligeti, qui est un compositeur du XXe siècle, et qui a renouvelé aussi l'écriture musicale, la composition musicale en faisant des partitions qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on a d'habitude et ce qui est le code, là aussi, classique de la composition musicale. On voit de la couleur, on voit des choses groupées, des éclats de notes. Et là aussi, c'était, et c'est toujours une source d'inspiration, de réflexion. Comment, dans une discipline, une autre discipline, on peut trouver des références, comment on peut trouver des échos à sa propre démarche, en disant qu'on est un élément d'une réflexion et qu'il faut aller voir ailleurs, en général, ce qui se passe. Et autre résonance, c'est un artiste qui s'appelle Évariste Richer, qui travaille beaucoup avec l'assemblage, et là ce sont des assemblages de dés qui sont dans tous les sens et qui créent une figure, et cette figure se rapproche de photos que j'ai pu prendre, et je l'ai mis justement en référence avec les croquis que vous avez vus plus tôt sur la forêt, comment la forêt, la trame forestière, comment en plantant de manière extrêmement stricte, orthogonale, on arrive à retrouver quelque chose et comment après cette orthogonalité se transforme, donc c'est l'aspect beaucoup plus blanc sur la petite photo, se transforme en quelque chose de beaucoup plus organique. Donc c'est toujours la même chose, je me répète, c'est cette espèce d'aller-retour entre organique et géométrique. Autre référence, il y a beaucoup de références, c'est là aussi un film extraordinairement fort, c'est La Nuit du chasseur, à la fois par les contrastes noir et blanc, c'est un film entièrement en noir et blanc, et à la fois sur le jeu de la lumière. Il y a une scène particulièrement forte aussi, c'est celle avec les enfants sur la barque, avec les étoiles. Là aussi, comment, avec quelque chose d'extrêmement dessiné, d'extrêmement cadré, d'extrêmement précis, on arrive à créer une émotion qui est extrêmement forte, alors que tout est extrêmement dessiné, calculé. Ensuite, là, c'est la période artistique où j'ai essayé
de mélanger un peu tous les points de vue. Donc là, c'est une intervention que j'avais faite au Musée d'Art moderne Ville de Paris. C'est juste une toise, enfin je ne sais pas si on appelle ça une toise ou une mire, qui était encastrée dans le bâtiment et qui créait justement cet effet de lumière. Ça n'apparaissait que le soir, bien sûr. Et il y avait à la fois cette notion de mettre en valeur un bâtiment par un point particulier, un tout petit point, puisque quand on voit la grandeur du bâtiment, par le fait que ça apparaisse qu'à un certain moment de la journée, et par rapport à la hauteur qu'on ne perçoit pas. La totalité de la mire fait 14 mètres. Donc là aussi, c'était des essais sur ces différents points de réflexion, et aussi sur la notion de table d'orientation. Comment une table d'orientation dans la ville peut être un élément déjà préexistant. Et en même temps que cette installation, il y en avait une autre qui était à l'intérieur, qui était un travail sur la superposition d'images, entre d'images abstraites et d'images complètement réalistes, et comment les deux s'associaient pour créer une troisième image. En fait, c'est des petits ronds dans lesquels chaque fois on est dans une ambiance très particulière. Donc cet ensemble de références, de réflexions a abouti à un protocole, qui est un protocole qui n'est absolument pas définitif, mais qui est une espèce de manière d'aborder la notion de croquis ou de démarche. Donc le croquis est résonance de toute manière, donc c'est aussi la forme, l'assemblage, le collage, l'intuition, et surtout la fabrication de la pensée. Donc comment à partir du croquis on fabrique une pensée, et on arrive à la cartographie. C'est-à-dire la cartographie est absolument pas pour moi un élément d'objectivité, mais un élément de subjectivité complète. C'est-à-dire si un paysagiste est objectif, il ne peut pas être bon pour moi. C'est-à-dire il ne peut être que subjectif. Après on n'adhère pas à la démarche, on n'adhère pas au projet, mais s'il est objectif, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de faire, de défaire, de refaire. Ça, c'est la clé absolue. Et après, comment le dessin est un outil de lecture des lieux. Ça, je pense que beaucoup de personnes dans la salle savent ça. Et que la géométrie est aussi un moyen qui peut être utilisé ou pas pour comprendre un lieu et pour le transformer. C'est une manière d'aborder le projet. Donc là, c'est un ensemble de croquis et de références sur les débuts. Comment, progressivement, cet ensemble de réflexions a pris forme. Un ensemble, par exemple, de croquis ici, un peu dans tous les sens, où on retrouve la notion de contraste, on retrouve la notion de géométrie, de courbe, de choses très carrées avec des choses beaucoup moins carrées. Donc là, on rentre avec un vrai support de cartes aériennes. J'adore les cartes aériennes, ça vient aussi de Grenoble. J'adore les photos vues de loin, ça vient aussi de Grenoble et de New York. Et j'adore les plans globaux, qu'ils soient au 5000, au 10 000, au 25 millième. Le croquis et l'assemblage après. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste comment j'ai pris le site, comment j'ai essayé de comprendre sa géométrie pour assembler tout ça et voir comment les formes résonnaient ensemble. Et après, comment ça faisait l'amorce du projet. C'était un projet de technopole à Angers. Et comment les bâtiments fonctionnaient avec le paysage. Le paysage redevenait bâtiment, l'eau, la terre, le sol, la topographie. Autre exemple à toute petite échelle, une place à Lyon. Donc le croquis initial, où on voit les intentions fortes entre le bâti, la place, toute petite place. Ensuite, toute une série de maquettes qui essayent de manipuler la forme avec des choses réussies, des choses moins réussies, mais c'est toujours de tester, donc de faire plein de petites maquettes très rapides, de voir comment on place les éléments, comment ils fonctionnent ensemble. En dessous, c'est une étape qui a été largement amendée après par les élus. Et ça, c'est le résultat final, où on retrouve globalement la géométrie initiale, malgré les métamorphoses liées aux contraintes, les métamorphoses liées à la commande, la métamorphose liée à certaines volontés politiques.
Donc là, c'est un exemple où je vais être un peu plus long pour montrer comment la géométrie vient s'inscrire dans la démarche et crée la démarche. Donc là, c'est par rapport à un schéma directeur à Frontignan. La commande de base était assez simple, on voudrait avoir 5000 habitants de plus, comment on va faire, où est-ce qu'on va les mettre, quel est le meilleur endroit pour construire. Donc là, le paysagiste n'était pas mandataire, le paysagiste était un élément de la réflexion, mais comment le paysage pouvait aider à la réflexion, comment le paysage pouvait être le moteur de cette transformation. Donc Frontignan, une ville en bord de mer, qui est un peu figée aujourd'hui, qui ne sait pas trop dans quel sens aller pour se développer, mais qui a un paysage assez extraordinaire, voire même totalement extraordinaire, sous-exploité. Premier croquis qui essaye de mettre en forme les différentes entités de la ville, les différents points forts, et comment tout ça peut s'articuler à la fois de manière très rapide et dans le lointain, parce qu'on raisonnait à quelque chose de l'ordre de 20 ans plus loin. Ce qui se résumait finalement à ce serpentin qui était comment le paysage vient imbriquer le nouveau bâti et comment ça fait sens dans la dynamique plus globale. Donc c'est un travail sur les franges, un travail sur l'imbrication. Donc là, c'est toute la démarche en partant de la Cartigène qui est pour moi une des clés de réflexion. La Cartigène comprend et montre énormément d'éléments. Finalement, avec une Cartigène, on peut faire pratiquement tout un projet à cette échelle-là. Et sachant que cette intervention ne parle vraiment que du paysagiste dans l'urbanisme. Donc à partir de la Cartigène, déjà un peu trafiquée, évidemment, avoir un fond un peu plus gris pour que les choses ressortent plus facilement, de décomposer l'ensemble des éléments par la géométrie, à la fois les éléments existants et les éléments futurs. Donc là, c'est les routes, le canal. Et après, premier élément de géométrie pure, c'est ce grand rectangle qui est le lien entre le bassin de Thau et l'autre étang, et qui est le dessin très formalisé de la vallée dans laquelle s'inscrit la ville de Frontignan. Donc après, autre vallée, autre axe. Ensuite, ensemble d'entités liées chaque fois à des forces, soit les berges de l'étang, soit une limite de voirie, etc. Chaque fois, ça vient s'accrocher sur un élément fort de paysage. Donc petit à petit, l'image se construit, la ville, les routes principales, le cœur historique, le centre-ville, la périphérie historique. L'autre partie plus récente, la porte d'entrée de la ville. Et après apparaît le dessin actuel de la ville. Donc on arrive à cette image-là, complètement déconnectée de la Cartigène. Donc ce qui est intéressant, c'est à un moment donné de se déconnecter du réel, c'est-à-dire partir dans l'abstraction, de se dire voilà, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est important, et quelles sont les erreurs ou les distorsions d'échelle qu'on peut remarquer, que je peux utiliser ou non. Ce qui fait ce schéma-là où on voit les deux entités de la... Je sais, on ne peut pas avoir de flèche. Les deux entités de la ville, avec différents éléments très forts, comme la ligne jaune qui vient encercler la ville, l'élément rouge qui est cette notion de traversée nord-sud, et les continuités à créer à partir du centre urbain actuel. Donc là, deuxième croquis, on voit en violet le front urbain qui est sans doute celui qu'il faut développer aujourd'hui et dans le futur, avec de manière beaucoup plus claire ce trait vert qui est une continuité
paysagère très importante. Donc après, le travail continue, donc, en se disant qu'est-ce qu'il y a au niveau naturel, quels sont les éléments naturels importants. Donc, progressivement, l'image se construit. Tout ça sont des éléments existants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour montrer le principe de composition et de décomposition des éléments. Donc là, on a un bois, la limite de la forêt, tout ce qui est existant, c'est-à-dire des parcs, des zones boisées, des coulées de végétation qui arrivent vers le centre-ville, les sommets de la montagne, la Gardiole, et les trois bandes d'étangs qui sont justement en pied de ville, au sud de la ville. Les vignes, donc on voit que l'importance des vignes dans la ville, et on retrouve ce dessin de ce grand axe vert entre le nord et le sud. Ce qui donne après cette image de projet, on retrouve le lien au milieu entre la ville ancienne et les deux nouvelles, enfin les points très importants de la future ville en violet, le développement de l'axe vert entre le nord et le sud, et la création d'un deuxième axe vert à l'ouest, comme ça les petites barrettes. Ce qui donne après toute une série de schémas qui montrent l'évolution possible, toujours de manière très abstraite, de la ville. Donc là, image un peu synthétique de la réflexion, on retrouve ce grand axe vert qui fait un arc, et un deuxième axe vert qui n'est plus un axe droit, mais qui vient épouser la ville ancienne et la ville nouvelle. Et c'est cet endroit-là en vert avec les barrettes oranges qui sera forcément, qui est le lieu des nouvelles constructions, le lieu le plus intéressant et le plus enviable pour habiter aujourd'hui. Donc après, ce qui donne une décomposition beaucoup plus... On revient à une carte avec un fond IGN, avec les choses nommées, les choses avec des illustrations, des photos. Donc on revoit la Gardiole, les franges, le centre, les étangs, jardins, etc. Et après, autre manière de décomposer, donc la frange nord-sud, la frange est-ouest. Et on arrive à l'image finale. Et tous ces éléments ont été présentés aux élus. Ils n'ont pas toujours tout compris, mais ça a été présenté aux élus. Et on n'a pas été mis dehors. Enfin, j'ai pas été mis dehors. Autre exemple, j'ai passé beaucoup plus vite. C'est un autre exemple de décomposition géométrique, c'est à Grenoble, c'est un projet en cours qui prend énormément de temps, plus par la réflexion, le temps de réflexion des élus que par la logique de projet. Donc on retrouve Grenoble, la vallée de Grenoble au nord-ouest, et à côté c'est un tableau de David Hockney, qui, malgré les différences de référence, on est en Californie, parle à peu près de la même chose, c'est-à-dire d'une vallée, des différents étages de végétation, du rapport de la montagne, des collines, des différentes hauteurs, etc. Donc le cadre de réflexion est celui-là. Et l'objectif, c'est de créer l'urbanisation de cette partie d'agglomération par le paysage. Et comment le paysage, à un moment donné, va créer une structure à laquelle le bâti va devoir se confronter, se conformer. Donc, il y a différents éléments. Donc, ce qui est très important, c'est que Grenoble a deux rivières. Il y a le Drac et l'Isère. Et le seul endroit où ces deux rivières se rencontrent, c'est cette zone-là. Chacune vit sa vie dans le reste du territoire.
Et c'est là qu'il y a le confluent. Et le confluent a toujours été invisible, personne ne le connaît. Et quand on est allé faire la visite avec les élus, ils découvraient le confluent. Ils ne savaient même pas que ça existait. Ils savaient qu'il y avait un confluent, mais ils ne savaient pas qu'il existait. Et depuis toujours, cette partie de la Cluse est construite en défense de ces deux rivières, c'est-à-dire qu'ils sont développés en pied de coteau, en piémont. Donc la vallée de l'Isère était agricole, à pratiquement 100%, avec des hameaux par-ci par-là, mais très inondables. Après, il y a eu la construction des digues, et les digues ont été un renouveau complet de cette vallée, mais il y avait toujours les villes en Piémont, les centres anciens, et puis progressivement, la partie plaine a été grignotée par une espèce d'urbanisation de très mauvais goût, consommation terrible de l'espace. Et encore aujourd'hui, le projet que vous voyez, pas encore, et que vous verrez peut-être jamais, voilà, en violet, est un projet quasiment de lotissement qui prend 60 hectares dans une vallée de 1500 hectares. Donc on voit qu'ils n'ont pas toujours tout compris. Donc c'était comment, nous on arrivait en disant voilà, on va construire le territoire par le paysage, sachant que ce projet a démarré bien avant nous et qu'il en est quasiment à la phase AVP. Donc comment on peut manier ces temporalités qui n'ont aucun rapport, comment on peut dire stop et dire regardons un peu la qualité de ce paysage que tout le monde a oublié. Et c'était, et c'est toujours, parce que enfin, ça fait 2 ans que ça s'est arrêté, comment freiner ça et comment leur dire, voilà, vous avez quelque chose de très grande qualité. La réflexion est à la fois sur ce devenir de la vallée, mais c'est aussi sur le devenir des centres anciens, c'est le devenir des piémonts, c'est le devenir de la montagne au-dessus. C'est un ensemble qui doit fonctionner de manière beaucoup plus élargie, et c'est pas juste un petit point, il ne faut pas regarder par le petit bout de la lorgnette. Et l'effet positif de la digue de protéger la vallée a aussi eu un effet positif, c'est-à-dire de réenclencher une urbanisation par le piémont, c'est-à-dire comme on s'est défendu, on a construit plein de choses, c'est-à-dire tout ce qui est centre commercial, zone d'activité contre la vallée, contre la rivière, et tout ce qui était bâti et contre les piémonts. Et comme on peut reconquérir comme ça, c'est de se dire maintenant on fait le schéma dans le sens inverse, c'est-à-dire au lieu de je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué. C'est la reconquête des berges de manière beaucoup plus claire et évidente. Et donc en décomposant progressivement, c'est l'utilisation de cette géométrie. Je reviens un peu en arrière. Donc entre la structure existante, les trames urbaines extrêmement fortes, parce qu'il y a aussi le projet Presqu'île qui est pratiquement achevé. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui naissait de ce confluent. Il y avait un préexistant vert, paysager extrêmement fort, et que ce préexistant était extrêmement fragile et qu'il était presque à un instant où si on ne le protégeait pas, si on ne le pérennisait pas, si on n'augmentait pas sa capacité, et il allait disparaître, alors que c'était le cœur du projet, le cœur de l'individualité de cette cluse. Et c'est notamment en décomposant, ça ne marche plus ici, voilà qu'on a montré les interférences entre le piémont, la vallée, et on a appelé ça le parc Mikado, c'est-à-dire comment un lieu vient chercher d'autres et comment l'image du Mikado fait que certains lieux peuvent muter d'une manière X, d'autres d'une autre manière, mais que ça fera toujours la même image. C'est-à-dire que ça amène une extrêmement grande flexibilité dans l'intervention, mais à partir de ces structures paysagères existantes et qui est simplement confortée. On voit justement tous ces éclats verts qui viennent vers l'Isère. C'est un peu compliqué peut-être à comprendre. Très rapidement, quelque chose d'assez particulier et que j'aime beaucoup,
C'est les ateliers territoires qui ont été, je crois, inventés il y a une dizaine d'années. Il y a eu l'atelier montagne, l'atelier littoral. Et après, ça s'est un peu décuplé. Il y en avait beaucoup plus sur des sujets très différents, beaucoup sur le risque. Et le premier auquel on a participé, c'est le territoire économique, sur 2 sites, Cahors et Mulhouse. Et en gros, c'était comment on peut développer ou non les zones commerciales, comment on peut les arranger autrement. Est-ce qu'il y a encore une vie possible pour les zones commerciales, puisqu'il y a une très grande déprise aujourd'hui, mais on continue à construire énormément de centres commerciaux. Et finalement, on s'est aperçu que les réponses à cette question étaient parfois à côté du sujet, et qu'en passant à côté du sujet, on était en plein cœur du sujet. Et une des particularités aussi de cet atelier, c'est que le ministère demande, c'est enclenché par le ministère de l'écologie, demande qu'on dessine le plus possible en direct. Donc les schémas en direct, c'est pas toujours simple à faire, et d'expliquer comment on construit. Donc on revient à ce schéma de décomposition géométrique ou non, comment le projet se construit à partir des éléments existants. Donc là, c'est juste l'exemple de Mulhouse. On voit l'étendue du site avec les 2 grandes zones commerciales qui sont à gauche de l'image. Et en fait, le projet a démarré le jour où on a fait la visite du site avec les élus. Et tous les endroits où on ne s'est pas arrêté, c'est des endroits où on nous disait c'est formidable, c'est extraordinaire, ce lieu il est protégé, ce lieu il est classé. Ce lieu, c'est du patrimoine minier, ce lieu, c'est je sais pas quoi, ce lieu, c'est de la forêt extraordinaire. Et on ne s'est jamais arrêté. On ne s'est arrêté que dans les zones moches, enfin qui jugeaient moches. Et à un moment donné, je leur ai demandé, mais pourquoi on ne s'arrête pas dans cette cité minière qui est classée, avec un patrimoine que vous voulez valoriser? Elle me dit, c'est pas prévu au programme. Et le but aussi de ces ateliers, c'est de dessiner très vite. Donc on fait une visite, mettons le lundi après-midi, le mardi matin on travaille, et le mardi après-midi on présente aux élus. Donc il y a une espèce d'urgence, une espèce de truc où on jette un peu des idées dans tous les sens, un peu sans garde-fou, sans paravent, sans rien, comme ça à chaud. Et je trouve que c'est un moyen aussi de freiner toutes les barrières, de se dire voilà j'y vais, je me faire ramasser, mais c'est pas grave, j'y vais à l'intuition. Et c'est utiliser tous les moyens, c'est-à-dire comment ils ont organisé la visite, qu'est-ce que j'ai vu, à quel moment je me suis endormi parce qu'à un moment donné ça ne m'intéressait pas, pourquoi je me suis endormi à ce moment-là, etc., etc. Et au milieu de cet entremêlement de zones commerciales, il y a 100 hectares de culture. Et en fait, il m'a semblé que ces 100 hectares d'agriculture étaient extrêmement importantes, quelque chose d'unique, et tout est entouré de construction. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment dans l'agriculture urbaine. Et il y a une manière aussi de traverser ce site qui relie tous les points dont ils nous ont parlé, auxquels ils ne nous ont pas emmenés. Donc il y a une espèce de logique inversée qui faisait que ben voilà, c'était sans doute le début d'une solution et qui inversait le problème. C'est-à-dire au lieu de regarder le centre commercial par la face avant, regarder par la face arrière, et ça changeait énormément de choses. Et d'autre part, ça faisait dialoguer 2 villes qui ne se parlaient pas. Donc ça, c'est le premier croquis fait sur place et montré là aussi aux élus, où on voit le fameux triangle vert d'agriculture, enfin un carré vert d'agriculture. Et ensuite, comment la forêt, les routes, les zones classées, c'est-à-dire par exemple on voit en haut la Sainte-Barbe qui est une cité minière, une ancienne cité minière classée, et comment tout ça fonctionne ensemble. Alors que pour eux, c'était des endroits complètement disparates, il n'y avait aucun lien, c'est des objets posés comme ça au fur et à mesure du développement historique. Donc après, là, c'est une autre forme de dessin, c'est par informatique, comment on raconte l'histoire de ce lien entre les 2 villes. Donc, toujours de manière extrêmement schématique.
Donc petit à petit, les éléments apparaissent. Comment l'un vient se défragmenter, la ligne qui vient rejoindre tous les éléments, et comment l'un s'infiltre dans l'autre pour faire la figure globale, où on voit qu'il n'y a plus deux villes, qu'il n'y a plus deux axes routiers, mais il y a une figure complète qui vient relier l'ensemble du territoire. La commande, c'est le développement de la cité universitaire, mais peut-être par le petit bout de la lorgnette, pour moi, c'est-à-dire on va construire dans la cité U pour faire plus de maisons, plus de logements, et comme la cité est en partie classée, la cité est extrêmement regardée par les ABF, par énormément de gens, c'est un lieu beaucoup plus important qu'on n'imagine au départ, c'est un très beau site, mais qui est regardé par le ministère des Affaires étrangères, par l'éducation nationale, par l'université, par la recherche. C'est un lieu privé sur un terrain qui appartient à la ville de Paris. C'est tout un ensemble de choses politiques qui sont extrêmement tendues et qui en font un contexte très particulier. Et la commande, donc, on le développe, mais on peut le développer au seul endroit, c'est la rive sud, c'est-à-dire le long du périphérique. Et dans le programme de développement, ils ont complètement oublié le parc. C'est-à-dire qu'il devait y avoir, les gens qui nous ont procédé ont fait un plan guide, il devait y avoir de l'ordre de 80 000 € pour le paysage. Donc ça veut dire quand même sur une superficie de 34 hectares et le parc fait à peu près 20. C'est un parc qui est extrêmement fréquenté par tous les gens du quartier, voire même au-delà. Et on se dit, ils ont un peu oublié quelque chose, sachant toute l'histoire de formation du parc, depuis le forestier, etc., etc. C'est un lieu, comme j'ai déjà dit, qui est extrêmement regardé par les ABF. Et on se dit, il y a un truc bizarre dans le... Voilà. Donc tout notre travail a été de montrer l'importance du parc, montrer l'importance du parc non seulement pour être un parc pour les riverains, mais aussi un parc dans la composition globale de la cité par rapport aux nouvelles constructions qui vont arriver. Donc la cité, voilà, la cité universitaire, cette petite chose de 34 hectares dans un monde cruel. La Seine, Paris ses limites. Puis après, il y a 4 bulles vertes, le parc de la Courneuve, qui va bientôt ne ressembler à plus grand-chose s'il est mangé de toutes parts. Vincennes et Boulogne, les deux alibis verts de Paris. Et puis le parc Montsouris, qui voisine avec la Cité, le Luxembourg et les buttes Chaumont, et puis le parc de Sceaux, une espèce aussi de figure intéressante. Est-ce que c'est une couronne parisienne? Est-ce que c'est pas une couronne parisienne? Moi, c'est un carré parisien. Et là, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Cette pauvre petite cité. Et vient alors cette figure de la ceinture. Tout le monde parle de la ceinture de Paris, la couronne verte, la ceinture verte. Il y a encore des projets qui font des ceintures autour du périphérique, qui font de la ceinture, de la ceinture, de la ceinture. On est dans un enfermement. On se dit, bon, à un moment donné, on ne va plus pouvoir respirer. Ça va être là aussi la claustrophobie intellectuelle. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi de réfléchir, peut-être qu'on fait erreur de faire des ceintures sur des ceintures, quelque chose d'autre qui peut arriver. Donc c'est l'idée d'éclater cette ceinture, de se dire, il y a des lieux qui peuvent peut-être initier ça. On a raté le nord, peut-être qu'on peut réussir le sud. Il y a encore des choses à faire à Boulogne, il y a encore des choses à faire à Vincennes. Essayons, avec la cité, vu sa position extrêmement stratégique, d'ouvrir le cercle et de ne pas le fermer encore plus. Et il y a plein d'éléments tout autour de cette pauvre cité U qui est abandonnée aujourd'hui, qui font qu'il y a cette pluie d'éléments qui arrivent entre le parc de la Courneuve et le parc de Sceaux. Plein de petits projets, les uns à côté des autres, plein de petits éléments qui existent ou qui sont en projet ou qui peuvent exister et qui font cet axe nord-sud qu'on a trouvé particulièrement riche et intéressant. En plus, il y a un autre élément qui vient de se rajouter à cette réflexion, c'est le futur campus Condorcet,
qui est en cours de réflexion, qui est en PPP, dont le résultat sera connu, je crois, l'année prochaine, et qui se situe exactement entre la périphérie nord de la Couronne et la Courneuve. Donc on a vraiment cette continuité à la fois verte, puisque c'est un campus qui se veut un peu à l'américaine sur l'aspect programmatique. Donc voilà la figure à laquelle il faudrait arriver. Se dire que le cadre n'existe plus. Et après on raisonne un cadre encore plus élargi. Et là ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Et la phase 2 serait d'avoir cette même pluie est-ouest, voire même cette même pluie disséminée sur l'ensemble de la carte. Donc après on redevient réaliste dans le tangible, 2 photos aériennes, où on voit la première à plus grande échelle et après de zoomer sur le parc Montsouris et la cité universitaire. Donc première réflexion de paysagiste, évidemment, c'est de se dire, la cité elle est peut-être entourée d'autres choses, on va peut-être casser les limites et pas réfléchir que sur son enceinte. Donc d'aller voir son voisin, le parc Montsouris tout de suite, d'aller voir un peu plus loin les berges. Peut-être qu'il faut que je me lève quand même. Les berges de la Cisse qui sont en travaux. La place d'Enfer Rochereau, la rue René Coty. Donc on voit qu'il y a énormément d'éléments qui sont dans une continuité qui n'est pas vraiment réfléchie, dans une continuité qui est fragmentée, et dans une continuité qui est aussi prévue par plein d'élus tout autour de la CTU. Donc se dire, voilà, peut-être qu'on peut mutualiser aussi les énergies, qu'on peut faire quelque chose qui a peut-être plus d'impact et relier tous ces projets entre eux. Donc on voit qu'il y en a pas mal. Entre le parc du Coteau de la Bièvre, la promenade des Berges, le lac Duc de la Vanne, la cité U, le parc Montsouris, l'avenue René Coty, réservoir de la Vanne, la place d'Enfer Rochereau. Et tout ça se situe dans un long linéaire qui est le corridor écologique statué par la ville de Paris. Donc on voit ce grand filament vert. Donc ça c'est quasi réglementaire. Après on revient à l'abstraction avec Montsouris, la cité U, avec ces 2 entités. L'entité qui est plus violette, c'est le Far West, c'est ce qu'ils appellent le Far West. C'est-à-dire c'est l'endroit où il n'y a que les étudiants et chercheurs qui sont logés là, qui y vont. C'est peu fréquenté. Le maximum d'activité dans la partie violet clair. C'est là où il y a la maison internationale, c'est là où tout se passe globalement, c'est là où tous les gamins des écoles à côté viennent jouer. C'est là où on fait du jogging pratiquement tous les jours de la semaine. C'est, pour beaucoup, la cité universitaire, c'est que cette entité violet clair. Donc on reprend l'histoire, on dit voilà, on va essayer de relier les deux. Et puis il y a notre ami le parc Montsouris à côté. Et puis on va essayer de casser la limite entre les deux, même s'il y a le boulevard Journon. Et puis on a notre corridor écologique de la ville de Paris. Et puis on dit que le corridor écologique de la ville de Paris il est un peu rikiki parce que voilà, il est un peu théorique et qu'il passe beaucoup et que les petits oiseaux, etc. Et que machin, il y a quand même des rues avec des pavés et que voilà, et que c'est pas forcément une image idyllique du corridor écologique, mais il est là et puis là sa fonction, sa valeur. Et peut-être qu'il y en a un autre et qu'il y en a sûrement un autre, c'est celui-là et qui vient traverser la cité U en son plein milieu, qui en plus prend une passerelle au-dessus du périphérique, qui est en cours d'études, et qui a pris en compte les petits oiseaux, les chiroptères et autres bestioles en tout genre, qui se posent des questions sans doute insolvables de comment on va les faire passer, comment on va faire monter, comment on va faire une rampe PMR, comment on va faire monter les PMR et descendre les chiroptères. Et l'architecte, il sait plus trop, il a tellement de données à gérer que voilà, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais aux dernières nouvelles, la passerelle ressemblait un peu à un chiroptère. Donc, à force de... Voilà. Mais c'est leur problème. Et comment la passerelle va atterrir côté Gentilly,
Après, c'est une multitude d'anecdotes comme ça très, très intéressantes. Voilà, on va avoir notre continuité, mais il y a l'église du Sacré-Cœur qui est là. C'est la plus grande communauté portugaise de l'agglomération parisienne Chantilly. Et ils sont très nombreux à aller à la messe le dimanche au pied de cette église. Donc il faut prévoir un très grand espace public pour accueillir les Portugais à la messe le dimanche matin. Donc c'est-à-dire que la rampe PMR, il faut qu'elle fasse très attention parce que là, pour l'instant, elle est arrivée au milieu de la place avec les 1000 Portugais à la messe. Donc vous voyez, ce genre d'anecdotes font que les choses sont très 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 compliquées. Donc on en revient à notre CTU et il y a une vraie corrélation entre le parc Montsouris dans sa partie est et la partie est orientale donc de la cité, qui a plus un rapport à la forêt, à la fois dans la manière dont c'est planté aujourd'hui et à la fois dans le choix des essences. Par contre, de l'autre côté, on n'est plus dans une caractéristique de bosquet, tant sur le plan, tant sur la partie Montsouris que sur la partie CTU, d'autres essences, d'autres lieux, des espaces beaucoup plus ouverts. Et le but, un des buts initiaux du projet, c'est justement d'affirmer cette dichotomie avec justement le passage de ce corridor écologique au milieu. On a un grand mail de tilleul qui vient agrafer l'ensemble, qui existe. Et ensuite, on a une multitude de jardins, mais qui sont des jardins qui n'ont pas vraiment de valeur définitive, c'était des intentions. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui ont été vraiment réalisés, c'est le jardin de maison du Japon, le jardin de la maison du Mexique. Et là aussi, l'intention, c'est de repartir, parce que cette notion de maison, cette notion de pays est très, très importante dans la cité universitaire. Pourquoi pas la petite enveloppe extérieure ne serait pas aussi la représentation de ces pays dans une espèce de multitude colorée de jardins du monde. La même chose côté rive sud, là où il va y avoir les nouveaux bâtiments, et de se dire que c'est aussi une priorité de leur dire nouveaux bâtiments, nouvelles constructions, faites aussi avec ces jardins qui ouvrent sur le parc. Et de manière aussi anecdotique ou pas anecdotique, la première maison qui va partir à la construction, c'est la maison de la Corée. Et le but, lors de la présentation des grandes intentions de projet devant les équipes qui étaient franco-coréennes, c'est de leur dire vous ne serez pas près du périphérique. Non, il n'existe pas, mais vous allez donner sur un très beau parc, magnifique, avec des vues sublimes, avec des jardins sublimes, ouvrez sur le parc, alors que le parc n'était pas du tout dans les intentions de rénovation, sachant que le parc a perdu pratiquement 1200 arbres, soit à cause de la tempête de 99, soit parce qu'ils ont été mal entretenus, soit parce qu'ils arrivaient à vieillissement. Et ce chiffre a été tenu secret pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas voir que le parc était vraiment très 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 vieillissant, alors que c'est aussi une image de marque et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la cité est connue. Quand on interroge les étudiants et les chercheurs, ils disent ouais, c'est un peu loin du centre de Paris, mais on a une qualité de vie qui est vraiment supérieure à nos collègues qui sont logés ailleurs dans Paris. Et donc on préfère venir à la CTU justement à cause du parc. Donc là, c'est un essai de petit logo pour le projet de la CTU. Et après, de manière très rapide, oui, on est dans l'abstraction, mais après, on peut arriver à un plan AutoCAD très clair où on retrouve les différents éléments de manière très concrète, très calculée, très précise. On retrouve les différentes strates végétales, etc. etc. Et après, 2 choses pour conclure. La 4e ville, c'est Saint-Pétersbourg. Donc là, Saint-Pétersbourg, je vous laisse lire le texte. On retrouve beaucoup de choses qui ont été dites sur Grenoble, New York ou Versailles. À cela se rajoute peut-être quelque chose qui a été nouveau pour moi, c'est-à-dire que c'est la lumière la nuit et la nuit le jour, l'inversion complète, où on est vraiment déstabilisé, on se demande un peu ce qui vous arrive. Et aussi la notion de culture très différente. C'est vraiment un pays qui n'a rien à voir, et de se dire mais comment je peux travailler dans une culture qui n'est pas la mienne,
comment je peux, quelles sont les perméabilités qui existent et qui peuvent exister justement. Et là aussi, c'était une découverte extrêmement riche. Donc voilà, ce sont les émotions visuelles et graphiques de Saint-Pétersbourg. Donc la forêt de Bouleau, très classique. Les bords de la Neva, donc avec les palais, etc. La façade officielle de Saint-Pétersbourg, qui n'en est pas moins sublime, toujours avec ses rythmes. Évidemment, il y a beaucoup de choses similaires à Versailles. C'est une ville extrêmement dessinée, extrêmement cadrée. Là aussi dessinée comme Grenoble, cadrée comme New York. Saint-Pétersbourg, c'est aussi ça, c'est-à-dire le bordel, les choses qui viennent s'accumuler, la neige qui vient par-dessus, qui vient effacer, qui renouvelle complètement l'image qu'on avait. C'est à la fois la neige poussée le long des routes, n'importe comment, extrêmement sale, pratiquement noire au bout de quelques heures. Puis l'autre couche qui arrive comme ça, qui vient, les arbres qui partent aussi dans la neige, qui sont à moitié déracinés. Et ça, c'est le train façon troisième ou quatrième classe, c'est-à-dire une autre manière de voyager. Et il y a le TGV sur le quai d'à côté, il y a ce train-là qui va, je ne sais plus où, mais assez loin au fond de la Russie. Là aussi, c'est du graphisme, mais c'est aussi qu'est-ce que c'est que ce voyage-là, de tous ces gens entassés, et c'est aussi énormément de convivialité. Au bout de chaque wagon, il y a un samovar, et chacun peut venir prendre du thé gratuitement. Et après, c'est l'eau. Comment l'eau prend des formes différentes, vient justement rencontrer la terre dans les marais de Saint-Pétersbourg, là où on devait travailler d'ailleurs. On se dit, voilà, quand il y a ça, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? C'est tellement beau, est-ce que je vais faire quelque chose de mieux que l'existant? Voilà, pour conclure, quelques phrases dans tous les sens. C'est-à-dire que le mot rebondir est très important. C'est-à-dire rebondir en permanence, rebondir parfois quand on ne comprend pas soi-même ce qu'on fait, se dire, voilà, il faut continuer. À un moment donné, je vais comprendre. D'autres choses très importantes, c'est trouver le cadre pour l'exploser. Trouver le cadre n'a pas d'intérêt si on ne l'explose pas. La frange, si on ne la déchire pas, n'a pas d'intérêt non plus. Trouver la matière, si on ne la répand pas, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et je pense qu'entrer dans le paysage par effraction, c'est très important aussi. Et ça m'a été appris. En fait, cette intervention, il y a deux personnes à qui je voudrais la dédier. Ces deux personnes qui ont disparu il n'y a pas très longtemps. C'est Claire Guésingard, qui était une personne très importante, une rencontre très importante, parce qu'elle m'a assuré que la matière plastique, la sensibilité, l'écriture était très fondatrice de paysage. Donc elle était très loin apparemment du monde du paysage, mais il y avait des passerelles énormes. Et une autre personne, c'était François Monjal, de l'agence Alphaville, qui est un urbaniste programmiste, et qui était une des personnes avec qui j'ai le plus ri dans mon métier, qui était un fou furieux, et qui ne prenait rien au sérieux, prenait tout au sérieux. Tout était sujet à blague. Parfois, elle tombait complètement à pic devant les élus. Il n'hésitait pas. C'est-à-dire qu'elle faisait les mêmes blagues entre nous que devant les élus. Des choses parfois absolument insensées, limite vulgaires, mais c'était toujours au bon moment. Et au-delà de ces blagues, de ces manières de tout prendre à la dérision, un très grand professionnel, et qui, avec 3 mots, comprenait ce que je faisais. Et chaque fois, il arrivait à faire la passerelle entre ce que je ne savais pas faire, c'est-à-dire peut-être le passage plus rapide au réel. Il y avait un déclic comme ça extrêmement important. Donc c'est une rencontre très très importante dans ma carrière professionnelle. Et c'est quelqu'un qui a disparu il y a 6 mois, 1 an, et qui est vraiment un vrai manque aujourd'hui, parce que les gens avec qui on rit dans son métier sont très rares. Et les gens avec qui on rit et qui vous font progresser sont aussi des gens très 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 rares. Donc voilà.